Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Vous commencez à le savoir si vous avez déjà écouté des hors-séries du podcast. J'aime aller rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de 1000 ans. Comme les youtubeurs qui font des séries spécifiques différentes de leurs vidéos habituelles, nous inaugurons aujourd'hui le premier épisode de la série Rencontres de Passion médiéviste, des interviews d'historiens, de vulgarisateurs, de passionnés ou autres. Et le parrain de cette série, en quelque sorte, le premier invité, est Padre Pio. Bonjour. Bonjour. Comment tu veux que je t'appelle, Padre ou Jean-Christophe ? En vrai, non, c'est Jean-Christophe. Après, c'est vrai que le mot Padre Pio s'est un peu installé sur les réseaux. Bon, alors, je vais t'appeler Jean-Christophe, ça sera plus naturel. Tu parles souvent d'histoire sur Internet, mais pas seulement. Depuis fin 2016, chaque dimanche, tu as une chronique sur Radio Nova, tu parles d'une histoire. Et sur France Info, tu tiens le blog Déjà Vu. Depuis combien de temps ? Depuis 2009, je crois, sur France Info. Et sur Nova, ça fait 1 an et demi. On termine la saison et demie et on recommence a priori en septembre. J'ai vu aussi que tu as fait des études d'histoire jusqu'à un DEA, l'ancêtre du master pour les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que tu aurais aimé être prof d'histoire ? Je me suis toujours posé la question. J'aurais aimé faire de la recherche en histoire. C'était pour ça que j'avais commencé, que j'ai fait ce DEA. Et puis, à l'époque, j'ai été un petit peu mis dehors pour une question toute bête. C'était la dernière année du service militaire en France. Du coup, en gros, il fallait que je trouve assez rapidement une solution. Il y en avait 2 pour échapper. C'était vraiment la dernière année. Et il y avait 2 solutions. La première, c'était d'avoir des enfants. C'était un peu court, entre juin et septembre. La deuxième, c'était de trouver un CDI. Donc, un petit peu pris sous la pression. J'ai sauté sur le premier boulot qui venait en me disant, je fais ça 1 an et puis je recommence. Et en fait, voilà, une fois qu'on est pris dans le flux de la vie active, j'ai arrêté à ce moment-là. Et pendant ton DEA, tu travaillais sur quoi ? Je travaillais sur le culte de Mithra dans les provinces de la Gaule romaine. Très naïvement, au début, je me souviens que j'avais commencé en me disant je vais travailler sur Mithra. Je me souviens encore du fou rire de mon prof qui m'avait dit il va peut-être falloir réduire un petit peu le sujet. Mais voilà, je m'intéressais beaucoup à l'histoire des religions païennes et celle-ci avait un côté assez chouette. C'est très graphique comme culte et en même temps il y a très peu de sources autres que de la statuaire et 3 bouts d'inscriptions par-ci par-là et puis de l'archéologie sur les lieux de culte. Voilà, on n'a vraiment pas grand-chose et c'est un culte qui a été un des cultes orientaux qui s'est vraiment diffusé, mais vraiment dans tout l'Empire, ce qui n'est pas le cas de tous les cultes orientaux. Le seul autre, c'est le christianisme, et j'aimais bien cette concurrence des deux, voilà. Pourquoi tu t'es intéressé à l'histoire ? Ça vient de loin, je pense. J'ai une mère prof de lettres classiques, ça veut dire qu'à la maison, on a énormément de bouquins qui tournent autour de problématiques liées à l'Antiquité, au Moyen-Âge, beaucoup. J'ai un père médecin qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de sa discipline. J'ai des grands-parents qui adoraient ça. Alors après, c'était l'histoire très roman national, en tout cas très patriotique, etc. Mais voilà, j'ai baigné dans ça quand j'étais gamin. Et puis, je crois que le déclic, il s'est fait par la BD, en fait. C'est venu par Alix, je me souviens. C'est vraiment les premiers contenus. On me racontait l'histoire un petit peu autrement, par l'image. Tu peux dire ce que c'est la BD Alix ? Oui, Alix, c'est une BD qui date des années 50-60, qui a été scénarisée et dessinée par un monsieur qui s'appelait Jacques Martin, et qui a été un peu le papa de la bande dessinée historique en France avant que ça devienne aujourd'hui. C'est vraiment très très courant. C'est un peu l'ancêtre de tout ça, et ça a été surtout le premier à essayer d'y mettre un sérieux qu'il n'y avait pas forcément dans la BD classique. Il a voulu vraiment, et c'est le premier qui a travaillé avec des historiens sur ces bandes dessinées, avec beaucoup de rigueur. Évidemment, aujourd'hui, ça a vieilli sur plein de points, la recherche a avancé et les BD des années 50-60 ont vieilli. Mais voilà, c'est le premier qui a eu cette démarche de se dire, on va prendre l'Antiquité comme un grand terrain de jeu, mais on va le jouer avec des règles sérieuses. Et à part l'Antiquité, tu as aussi un attachement particulier pour le Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et ça, c'est venu par l'Antiquité tardive, en fait. Petit à petit, par glissement, j'ai commencé à m'intéresser au Moyen-Âge, effectivement, qui est, avec l'Antiquité, c'est ma période préférée. C'est vrai qu'après, ça commence à m'ennuyer un peu plus. Et pourquoi tu aimes parler de cette période en particulier ? C'est une période qui est très longue et très contrastée. Il n'y a pas grand-chose entre le 5e ou le 6e siècle et le 14e ou le 15e. C'est vaste, c'est quelque chose géographiquement qui est très intéressant. Il y a des choses très très différentes. C'est truffé de thèmes passionnants. On voit un empire tomber, on voit des royaumes émerger, on voit la politique se former, on voit le système social changer. Et puis c'est lié beaucoup, faut l'avouer, c'est lié beaucoup à des souvenirs d'enfance aussi. C'est un attachement qui est presque... C'est dur de trouver. C'est un attachement au départ presque romantique en fait. C'est des images qui me viennent,
qui sont des images qu'on se forge gamin quand on lit des choses sur la chevalerie, sur la sorcellerie, sur la vie, sur les blasons, sur les joutes, etc. C'est né de ça. Et après, évidemment, plus on grandit, plus on s'intéresse un peu au-dessous de tout ça. J'ai vu aussi que tu as publié des romans d'aventures historiques. Donc l'histoire serait donc conciliable avec la fiction, c'est pas de trahir l'histoire que de la mettre en scène? Pour moi, l'important, c'est que la règle soit claire, en fait. On peut évidemment écrire un roman historique, simplement, il faut bien préciser que c'est un roman, et que c'est pas de l'histoire. À partir du moment où le contrat est clair, on peut parfaitement jouer sur les interstices, ce qu'a fait une série comme Rome, par exemple, ce que font des cinéastes. Tant que le jeu est clair, qu'on sait qu'on est vraiment dans une fiction, ça me pose aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est l'occasion de faire passer un certain nombre de choses. Quand c'est bien fait, ça permet d'avoir un regard assez juste. C'est le plaisir aussi de la reconstitution d'une époque. Quand c'est bien fait, quand les costumes sont fidèles, quand il y a eu un travail avec les historiens, ça donne quelque chose, on sent une qualité qui est précieuse pour faire passer, à mon avis, l'envie d'aller voir derrière le travail des scientifiques. Mais je pense que la fiction est un très bon moyen d'aller accrocher les gens. Pour moi, c'est ça, c'est un hameçon. Et de quoi parlaient tes romans? Le roman se situait au IIIe siècle et suivait les aventures d'un jeune médecin qui était un fidèle du culte de Mitra. Il s'appelle comment donc ton roman? C'était les lions de Mitra. Mitra était un culte à mystère avec des grades, et les lions sont le grade pivot, puisqu'il y a 7 grades, et le lion c'est le 4e, donc il y en a 3 avant, 3 après. Depuis 2004, tu écris sur l'histoire sur Internet, et depuis 2012 sur Twitter, mais tu es inscrit en 2009. Tu luttes notamment souvent contre les faux historiens, notamment Laurent Deutsch et compagnie, coucou à eux. C'est pas trop fatigant? Si, c'est épuisant, parce que d'abord ils ont un poids médiatique qui est assez écrasant. Il y a vraiment trois personnes qui dominent un petit peu la vulga historique, en tout cas en volume aujourd'hui. Deutsch, Ferrand et Berne. Et les 3 partagent... moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que les 3 partagent quand même une vision assez particulière de l'histoire comme roman, comme roman national, comme roman patriotique. Il y a un topos chez eux qui les amène forcément à une histoire très roi, bataille, princesse. Je trouve que c'est l'histoire des années 50. Voilà, il y a quelque chose qui m'agace profondément là-dedans. On est très en retard sur la recherche historique dans ce qui montre. On radote sur toujours les mêmes sujets, toujours la cour de Louis XIV, toujours Léonard de Vinci, toujours les grands mythes, toujours Jeanne d'Arc, toujours avec un ton très assez peu scientifique finalement. Donc tu essaies de défendre cette vision plus scientifique et de rétablir en quelque sorte la vérité? Alors la vérité, c'est un concept particulier en histoire. En tout cas, l'idée que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Pour moi, ça résume pas mal le travail du vulgarisateur, c'est de rappeler que non, c'est plus compliqué que ça, qu'on peut pas dire que Henri IV c'était un bon roi et la poule au pot. Je pense qu'on peut faire de la vulgarisation pas simpliste. Je pense qu'on peut faire de la vulgarisation sans avoir un agenda derrière, en se disant on va porter tel ou tel message, généralement assez royaliste dans le cas des 3 que j'ai cités. Là-dessus, ça, c'est quelque chose contre lequel je mets la vie. Il y a une idéologie derrière ça, et ça, je trouve ça dangereux. Alors évidemment, de leur côté, ils répondent souvent qu'il y a une autre idéologie en face. Je crois que c'est faux. Vraiment, pour moi, la vulgarisation doit être rigoureuse, et son premier travail, c'est de se rappeler qu'on est savant du travail des autres, et que ce travail évolue dans le temps, et que travailler aujourd'hui sur l'historiographie des années 50, c'est une erreur profonde. Et Twitter, c'est un bon espace pour parler d'histoire? En tout cas, c'est un espace. Un bon, je sais pas. Oui, je pense, parce qu'il y a quand même des possibilités de dialogue qui se créent avec les gens. Là encore, c'est cette idée du hameçon. On peut pointer des choses sur Twitter très facilement, on peut valoriser des choses très facilement. Il y a énormément de chercheurs qui sont sur Twitter, et ça, franchement, c'est vraiment super. Ça fait plaisir de voir une génération de chercheurs qui va porter son travail sur un réseau comme ça. Je pense pas que c'est un mouvement qui était tellement naturel, et ça fait vraiment plaisir de le voir. Et oui, je pense que c'est un bon sujet d'accroche, en sachant évidemment qu'il y a tous les défauts des réseaux sociaux aussi, sur Twitter, et notamment une façon de se faire interpeller, pas toujours agréable, mais en tout cas, à mon avis, c'est un bon espace de discussion, oui, un bon début de discussion. Tu réagis aussi beaucoup à l'actualité, un peu comme nos amis du blog Actuel Moyen-Âge, que j'ai déjà interviewé dans un hors-série du podcast. Est-ce que tu regardes aussi ce que font les autres personnes qui parlent de Moyen-Âge sur Twitter et sur Internet en général? Bien sûr, ouais. Alors, j'essaie de ne pas le faire juste avant de me mettre moi à travailler sur quelque chose, pour pas me laisser influencer par un ton ou une manière d'être, une manière de faire, mais bien sûr, oui, je suis avec plaisir ce qui se passe, sur des médias qui sont d'ailleurs pas forcément les miens. Je pense notamment à tout ce qui est vlog. Ça, c'est un autre langage
que celui que moi j'ai envie d'utiliser, mais par contre je trouve ça vraiment chouette. Je sais que j'avais commencé à m'intéresser par exemple à ce qui pouvait se faire en vidéo grâce à Confession d'Histoire, qui est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont vraiment très très bien, qui changent la manière dont on communique, dont on vulgarise. Ça sort aussi des grands canaux, voilà, des grands messes de type prime time sur France 2 ou Franck Ferrand à 13h. C'est très bien qu'il y ait d'autres choses. Donc toi, tu fais plutôt de la radio, et donc dans tes chroniques sur Nova, pendant 5 minutes, tu racontes une histoire particulière et un peu en quelque sorte des anecdotes extraordinaires. Comment est-ce que tu choisis des sujets et pourquoi tu choisis de t'intéresser à cette histoire-là ? En 5 minutes, tout le défi, c'est de partir d'un point saillant et d'essayer de faire glisser derrière l'idée que ça, on a montré la grande tour du château et derrière, il y a toute autre chose à découvrir, à aller creuser. Et en 5 minutes, voilà, c'est l'idée est de montrer que derrière le personnage principal ou le sujet principal se cache quelque chose qui est absolument génial à aller découvrir. Mais pour ça, moi j'ai besoin d'une porte d'entrée, j'ai besoin de l'oriflamme en fait sur le château, et derrière, j'espère qu'une partie des gens se disent tiens, c'est super, j'ai envie d'aller lire quelque chose sur, je sais pas moi, le Chicago des années 1880, sur la justice médiévale quand je parle de la truite falaise, ce type de choses, de réflexe, de dire mais est-ce qu'il n'y a pas un bouquin où je pourrais en apprendre davantage sur ça, sur la symbolique des animaux au Moyen-Âge par exemple. Si quelqu'un va ouvrir un bouquin de Pastoureau, c'est top. Et donc tu travailles comment pour les faire ? Soit il y a des sujets qui viennent de façon évidente parce que je les ai vus passer dans l'actualité du mois précédent, soit c'est une idée qui me revient à la lecture d'un bouquin, soit je cherche en me disant tiens, j'ai envie ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose sur par exemple le Moyen-Âge, ou par exemple sur la navigation, ou sur l'histoire industrielle, etc. Et j'essaye de varier le plus possible en sachant que j'ai assez naturellement une tendance à revenir vers l'Antiquité et le Moyen-Âge, alors que la plupart des sujets faciles sont des sujets de contemporaine. Parce qu'on a plus de sources. Parce qu'on a plus de sources et parce qu'elle est écrasante, je trouve, dans la vulgarisation au sens large. Et tes chroniques sont d'ailleurs mises en son par Charlène Houillou, Absolument. qui a aussi réalisé la série sur la PMA avec Élodie Font, et j'adore ce qu'elle fait, donc on l'embrasse très fort. Est-ce que tu avais déjà fait de la radio ou du micro avant Nova ? Oui, mais il y a longtemps. J'ai 42 ans, et quand j'étais étudiant, donc il y a une bonne vingtaine d'années, à Lyon, j'animais une émission sur Radio Canu, une des grandes radios associatives lyonnaises, en tout cas une des plus vieilles, une radio un peu anard et libertaire. Et voilà, on était un groupe de copains, et on animait effectivement tous les jeudis soirs une émission de 2 heures. Pourquoi tu as voulu faire de la radio justement alors avec Nova ? J'ai un rapport à la radio qui est, c'est mon média préféré. J'aime beaucoup le son, j'aime beaucoup la voix, j'aime beaucoup le fait que c'est un univers extrêmement large qu'on peut emmener partout avec soi. J'aime bien qu'on me parle au creux de l'oreille. Et justement, est-ce que tu écoutes des émissions ou des podcasts d'histoire ? J'ai une petite préférence pour tout ce qui se fait sur Radio France quand c'est de la radio classique. Et après, j'attrape beaucoup sur recommandations, en fait, de gens qui me disent tiens, t'as écouté ça, c'est vraiment top. Et voilà, et je les télécharge, et puis ensuite ça rejoint ma longue liste de podcasts. Et souvent, je les écoute en conduisant sur des longs trajets. Je me fais une petite programmation. Ça aussi, c'est l'avantage de la radio, c'est que c'est un des rares médias qu'on peut écouter quand on conduit, alors qu'on peut lire dans le train, dans la voiture, on peut pas. Et c'est pour ça que souvent, je me programme ça. Et sur ton blog sur France Info, qui s'appelle Déjà Vu, quelle est ta démarche par rapport aux chroniques sur Radio Nova ? Déjà Vu, c'était un petit peu particulier, tout est dans le nom. L'idée était de partir, et ça c'est la demande de France TV, c'est d'ailleurs la seule, sinon j'ai une liberté vraiment totale. L'idée est de partir d'un fait d'actualité, je sais pas, une Coupe du Monde par exemple, ou la signature d'un joueur dans un grand club, avec un très gros salaire. Ça va être le prétexte de se dire, mais est-ce que c'est un phénomène contemporain, ces fameux millionnaires en short, ou est-ce qu'on peut trouver des exemples dans le passé ? Et là, tout de suite, je suis allé chercher du côté des conducteurs de chars de l'Empire romain, et je réalise que certains ont fait des carrières inouïes, et ont fini plus riches que l'empereur lui-même, et on va raconter l'histoire de ce conducteur de chars. L'idée est toujours de partir d'un phénomène contemporain et de se dire est-ce qu'il y a un précédent ou quelque chose qui ressemble. Voilà. Mai 68, on célèbre un cinquantenaire, est-ce qu'il y a déjà eu des grèves dans l'université ? Ah bah oui, un peu, oui. Et là, boum, on parle des grèves dans l'université médiévale. Tu écris environ combien d'articles en fréquence ? 3 ou 4 par mois à peu près. Donc tu fais une chronique par semaine, tu écris 3 ou 4 articles par mois, et tu as un travail à côté ? Oui, je suis journaliste freelance, donc c'est un petit peu moi qui pilote mon activité, enfin ça, c'est ce que je me raconte. Après c'est un petit peu comme tout le monde, voilà, il y a des pics dans lesquels on est un peu plus chargé que d'autres, mais honnêtement ça c'est de l'écriture plaisir, donc c'est jamais la plus difficile à caler dans l'agenda. Je reviens à tes chroniques sur Radio Nova, tu fais souvent référence à Terry Pratchett. Absolument. Pourquoi tu aimes cet auteur en particulier ? Qu'est-ce qu'il a de spécial et en quoi il peut nous éclairer sur l'histoire ? Pratchett, donc un auteur anglais qui est mort il y a 3-4 ans maintenant, et pour moi c'est un petit peu Dickens version 20e siècle avec de l'humour. Il a toujours eu, c'est quelqu'un au départ,
Pratchett a commencé par se servir de la fantasy pour en détourner tous les codes et sortir un petit peu de l'esprit de sérieux qui traîne autour de la fantasy façon la high fantasy de Tolkien et autres. Lui a créé un monde complètement farfelu et un monde qui évolue dans le temps. On passe du monde classique de la fantasy à un monde beaucoup plus gothique, victorien, à la fin des romans. Donc déjà, voilà, c'est rare dans un univers. L'univers est pas stable, il progresse. Petit à petit, la magie disparaît au profit de ce qu'il appelle les technomancies, puis de la technologie tout court. Donc j'aimais bien cette idée, voilà, il y a déjà l'idée d'un mouvement historique, d'un progrès continu et de ce que fait le progrès technique aux populations, aux gens. Donc ça, c'était un premier truc qui m'avait frappé. Il y a chez Pratchett une idée du temps qui passe et de ce qui change. Et dans un deuxième temps, Pratchett, c'est un humour référentiel et il n'arrête pas, mais c'est à chaque page. C'est quelqu'un qui était un très très fin connaisseur de son histoire anglaise, de l'histoire européenne, et c'est truffé littéralement de références en permanence à des faits historiques. Il a écrit un ouvrage entier qui s'appelle Le Régiment Monstrueux, qui est quasiment illisible en anglais, par exemple, parce qu'il se sert énormément de l'argot des guerres napoléoniennes. Déjà en français, c'est pas facile. En anglais, c'est infernal pour un francophone à lire. Voilà, il y a toujours chez lui ça. Un don de la référence et du détournement. Il s'amuse beaucoup avec les philosophes grecs, il s'amuse beaucoup avec la Glorieuse Révolution, il s'amuse beaucoup avec les décapitations de rois, etc. Il y a toujours une référence historique par page. C'est phénoménal. Hollywood raconte n'importe quoi sur les dracars. Bon, d'un côté, je les comprends. Le drakkar, c'est comme le casque à cornes, le coup de hache à travers la gueule, ça fait tout de suite très, très viking. Mais jamais un seul viking n'a posé son cul dans un drakkar. Et pour cause, le mot date du 19e, quand on découvre que les proues des navires vikings étaient souvent décorées d'une tête d'animal sculpté. Pas tellement des cochons d'Inde trop mignons, faut avouer, plutôt des loups, des aigles ou des dragons. Les dragons, en suédois moderne, ça se dit drakkar. Voilà comment tous les navires vikings se sont retrouvés déguisés en drakkar. La vulgarisation, c'est quelque chose qui prend du temps pour être bien fait. 5 minutes sur Nova, c'est une journée de travail de mon côté, c'est une journée de travail pour Charlène de l'autre. 2 jours pour 5 minutes de radio. À la fin, je pense que ça donne un côté très agréable en fait. On sent qu'il y a le travail n'est pas visible, mais l'ensemble donne quelque chose d'assez chouette. Oui, on sent que c'est vraiment très travaillé, qu'il y a sur l'ambiance et tout ça. Exactement. On est dans Charlène l'ambiance. fait un boulot de dingue. Elle va chercher des choses, elle se casse la tête pour aller chercher des ambiances et des sons, au lieu de céder à la facilité, qui serait, je sais pas, de mettre 3 bouts de flutio sur un sujet médiéval. Elle va nettement plus loin que ça, et ça fait tout le sel du truc, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs qui s'amusent à essayer de repérer les références, de les retrouver. Un exemple, dans le podcast sur l'histoire de la truie de falaise, tous les sons, toutes les musiques qu'elle a été chercher ont un rapport avec le cochon. Toutes. Il n'y a pas voilà, tous les morceaux, toutes les références. Il y a des bouts du film Delicatessen, par exemple, des extraits. Voilà, c'est ce genre de référence quasi geek qui fait que le podcast est très agréable parce qu'il y a toujours un truc à trouver, en fait. Et est-ce qu'il y a un sujet qui t'a un peu plus marqué dans les chroniques que tu as fait ? Il y a des sujets pour lesquels... Un sujet qui était très compliqué, c'est Gilles de Rais, personnage emblématique. C'est très très difficile de le traiter de façon neutre. Tu peux nous rappeler en quelques mots qui c'était ? Bien sûr, donc Gilles de Rais était un des officiers de Charles VII pendant la guerre de 100 ans, compagnon de Jeanne d'Arc pendant l'épisode où Jeanne d'Arc intervient sur les champs de bataille, et puis seigneur de Tiffauges dans la Vendée actuelle qui quitte la guerre, se replie dans son château, et là, pendant une dizaine d'années, commet un nombre de meurtres d'enfants sidérants. Il finit par être coincé, il est condamné, il est pendu, et il reste dans l'histoire, c'est le barbe bleue des contes. Voilà, c'est cette histoire du grand seigneur méchant homme. C'est l'incarnation même du tueur en série. On est sur, je crois, 300 morts supposés, une centaine de prouvés au procès. Ouais. C'est une figure du mal, et c'est une figure légendaire. Tout le défi était de réussir à en parler sans tomber dans le spectaculaire, ou dans le morbide, ou dans le... Et c'est vraiment très, très délicat à écrire, parce que c'est très facile de céder à la pente du spectaculaire sur un sujet comme ça, alors qu'en fait, derrière Gilles de Rais, il y a des choses intéressantes sur ce que fait la guerre à des officiers comme ça. Pourquoi est-ce qu'il vire à ce point-là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? C'est aussi une façon de parler de la manière dont la justice s'est organisée, justice religieuse et justice civile. Voilà, il y a des choses sérieuses à faire passer au travers d'un personnage qui est très écrasant. Et ça, c'est pas facile à écrire. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés aussi sur d'autres sujets ? Plus on s'éloigne de sujets où je peux avoir accès à des sources récentes, et alors définitives non, mais en tout cas voilà, solides, plus c'est compliqué.
Et donc j'ai déjà lâché des sujets parce que j'arrivais pas à trouver des sources suffisamment sérieuses ou suffisamment crédibles. Je me souviens d'un sujet, alors c'est en contemporaine, mais pourtant d'habitude en contemporaine on a beaucoup plus de facilité à trouver C'est trop facile pour eux. Ouais. Sur une histoire de match organisé pendant la guerre dans un des pays occupés par l'Allemagne nazie. Et la légende voulait que toute l'équipe qui avait battu les footballeurs allemands avait été exécutée dans les 30 minutes qui suivaient le match. En fait, ça, c'était une construction de la propagande soviétique. Alors oui, effectivement, ils ont eu des ennuis parce qu'ils avaient battu les Allemands, mais beaucoup ont survécu, ça s'est pas fait aussi. Voilà, on les a pas tous amenés au bord d'une fosse commune dans la minute qui a suivi le match, ce qui était un petit peu la légende qui traînait et que je voulais raconter. Sauf que je découvre au bout d'un compte que c'est une construction de contre-propagande, et bon, là on lâche le sujet parce que c'est impossible d'y voir clair. Petit à petit, on réalise qu'il n'y a pas un point de la recherche qui fait que ça y est, on sait à peu près où on en est. Même s'il reste des zones d'ombre. Là, il restait que des zones d'ombre. Oui, t'as pas le temps de faire toi-même la recherche pour Déjà, vraiment faire le plus clair. C'est ça, aller chercher des sources ukrainiennes, c'était un peu compliqué, donc non, c'était... Quand même. C'est ça, j'ai mes faiblesses. Et là, c'était vraiment... dans ces cas-là, plutôt que de mal faire quelque chose, on le fait pas et on passe à un autre sujet. Est-ce que tu as déjà eu des retours sur les chroniques que tu fais ? Oh oui. Généralement, ils sont plutôt bons. Après, on vit un peu dans une bulle aussi, donc c'est, je pense... Mais c'est effectivement... Alors ça aussi, c'est très agréable en radio, c'est que c'est le média qui est, à mon avis, le moins sujet à tout le trolling qu'on peut prendre sur d'autres choses. C'est très facile de mettre un commentaire assassin sous un billet de blog, ça l'est moins finalement sur une radio. Il faut prendre le temps de chercher le contact de la radio pour dire c'était vraiment nul. Là, voilà. Donc les retours sont plutôt des retours personnels, des réactions. Souvent, je retweete le podcast sur mon compte. Et voilà, c'est typiquement, j'ai un petit retour avec les gens qui me disent lesquels ils préfèrent. Récemment, j'ai eu des chouettes retours sur le point de vue d'ados, par exemple, de 12-13 ans. Et ça, c'est super parce que je savais pas du tout si c'était accessible à des gamins de collège. Et manifestement, ça l'est. Après, il y a des auditeurs qui disent, bon, par contre, sur ce sujet-là, on va peut-être pas lui faire écouter ce numéro-là parce que là, c'était un peu rude. Et voilà, le sujet sur l'invention de la lobotomie, par exemple, c'est vrai que c'est pas forcément à la portée d'un enfant de 8 ou 10 ans. Mais voilà, oui, il y a des retours et il y a un dialogue, et ça, c'est super. On me fait aussi des suggestions, par exemple, de sujets. Oui, parce que dans tes chroniques, elles sont quand même très accessibles. Pas forcément besoin de connaître l'histoire pour les écouter. Non. C'est ça. J'essaye de viser vraiment un public assez large. Encore une fois, c'est 5 minutes. Donc c'est à la fois frustrant et à la fois la garantie de... Si les gens s'embêtent, ils s'embêtent pas longtemps. S'ils s'embêtent pas, ils vont aller chercher de temps en temps un bouquin ou un magazine de vulgarisation qui creuse un peu. Et déjà, ça, c'est gagné, quoi. Pour finir ce premier épisode de la série Rencontres, je voudrais te demander, donc Jean-Christophe Piot, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut vulgariser l'histoire, qui veut réussir à parler d'histoire ? Pour les chercheurs, je pense qu'il faut vraiment continuer le mouvement qui est engagé, d'aller parler directement de leur travail. Faut aussi qu'ils fassent confiance aux journalistes, qu'ils n'hésitent pas. Il y a une vieille méfiance, mais qui a tendance à se dissiper quand même, mais a beaucoup fonctionné par le bouche à oreille pour savoir quels sont les médias sérieux ou les journalistes qui travaillent bien, et à pas hésiter à aller les voir pour trouver des pistes en fait. Les chercheurs, ils cherchent, les journalistes vulgarisent, et les chercheurs peuvent faire un peu des deux. C'est leur atout, c'est qu'ils peuvent parler directement, par tout un certain nombre d'outils, et ils peuvent aussi se tourner vers nous pour valoriser leur travail. Je pense qu'il faut un peu de bienveillance et de confiance des uns vers les autres. C'est ce qui sert tout le monde à la fin, en fait. C'est une discipline tellement riche, tellement chouette, que ça mérite d'avoir vraiment des échanges plus larges entre des éventuels passeurs, comme on peut l'être de temps en temps, tout en vraiment en multipliant aussi les prises de parole directes. C'est pas les mêmes publics qui vont être ciblés, mais dans tous les sens, ça sert la discipline. Eh bien, donc, merci beaucoup Jean-Christophe Piot d'être venu inaugurer cette série Rencontres. C'était un plaisir. Si vous voulez écouter d'autres épisodes où plein d'autres personnes vont parler d'histoire, n'hésitez pas à écouter les épisodes normaux de Passion médiéviste, il y a les hors-séries, il y a plein d'autres choses qui arrivent en ce moment et j'espère que ça vous plaira. À bientôt.